entre vos mains l'avenir des enfants et des familles. Il y a une remise en question fondamentale sur la primauté du lien familial biologique. Pensez dans votre rapport préliminaire, Mme Laurent. Mais ça veut dire un méchant coup de barre. M. Carman, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Donc on veut attraper ces familles-là, comme je parlais tantôt. C'est souvent une histoire familiale. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère. Nous entreprenons l'épisode numéro 3 de l'étude détaillée de l'article 4 de la Loi sur la protection de la jeunesse, partie 2. Cet troisième épisode est peut-être le chapitre le plus important de la série « Les enfants du gouvernement ». Dans l'épisode 2, nous avons survolé quelques débats législatifs des 50 dernières années à l'Assemblée nationale et la question de maintenir l'enfant dans sa famille naturelle était en principe, de toute évidence aux yeux de tous, et quasi intouchable et incontournable quand on regarde les débats législatifs à l'Assemblée nationale. Donc, l'adoption des articles 2, 3 et 4 n'a jamais posé le moindre problème, ni la moindre controverse, sauf en 1984. Dans l'étude détaillée du projet de loi 60, l'opposition demandait de renforcer le principe de primauté parentale, mais le ministre de l'époque a rejeté cette demande avec l'argument qu'on a déjà dans la Charte des droits et libertés et dans le Code civil du Québec une série de principes sur les droits de l'enfant. Donc, pour harmoniser la loi sur la protection de la jeunesse, cette loi d'exception avec les concepts fondamentaux du Code civil, le législateur a modifié la définition de parent en 1984. Donc, dans la loi sur la protection de la jeunesse, le parent, en 1984, s'est converti en une personne quelconque, mais une personne quelconque qui possède l'autorité parentale et qui agit comme titulaire de l'autorité parentale. À cet égard, nous tenons à vous le souligner qu'il est important de ne pas perdre de vue cette définition qui se cache derrière le mot « parent » dans la loi sur la protection de la jeunesse au Québec. Dans cette loi, le parent n'est pas le père ni la mère biologique, mais n'importe quel détenteur de l'autorité parentale, que ce soit en vertu d'une décision judiciaire ou par le principe de la primauté parentale. Cette personne autorisée est presque toujours choisie par la DPJ. Ce parent artificiel ou légalisé par la Chambre de la jeunesse, qui est nommé titulaire de l'autorité parentale, peut être la DPJ elle-même, avant le placement ou l'adoption dans le cas où c'est la DPJ qui est nommée titulaire de l'autorité parentale. Donc, je vous dirais qu'attendu cette nouvelle définition du mot « parent » dans la loi, il en résulte que seulement 5 ans après la création de la loi québécoise sur la protection de la jeunesse, le gouvernement peut déjà être considéré comme le parent de l'enfant, le parent artificiel ou légalisé. En somme, le titre de notre série est loin d'être une illusion, car depuis 1984, bon nombre d'enfants sont des enfants du gouvernement et le phénomène est en pleine croissance. Premièrement, nous allons terminer notre survol de l'évolution législative de l'article 4 de la loi et ensuite vous informer du danger réel que présente la réforme caquiste pour vos enfants et encore plus inquiétant pour vos petits-enfants. Pourquoi devriez-vous vous intéresser au contenu de l'article 4?
Nous allons citer le ministre de l'époque, Pierre-Marc Johnson, en 1984. L'article 4 introduit les principes généraux qui doivent servir de guide pour intervenir auprès de l'enfant et des parents. À cet effet, l'article 4 introduit l'article 2.2 qui affirme la primauté de la responsabilité parentale. Les parents sont les premiers responsables et une décision, une ordonnance ou un jugement doit tendre à maintenir le jeune dans son milieu parental. Si un tel jugement n'est pas possible, un tel maintien n'est pas possible dans l'intérêt du jeune, c'est l'article 4 qui s'applique, disait Pierre-Marc Johnson devant l'Assemblée nationale. Pour être clair, l'article 4, c'est le pied sur le break de la loi. C'est le frein qui peut limiter l'État. C'est ce qui peut limiter le pouvoir du gouvernement dans votre famille. En théorie, les intervenantes de la DPJ et les juges de la Chambre de la jeunesse ne devraient pas bafouer l'article 4. L'article 4, c'est votre protection. C'est la barrière contre le gouvernement. C'est la barrière que le gouvernement ne peut pas franchir pour entrer dans votre maison. Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Le jour où cette barrière tombera, vous et vos enfants n'avez plus de protection contre les intrusions du gouvernement chez vous. Poursuivons l'histoire de l'article 4 après la réforme de 1984, 20 ans plus tard. Donc, dans sa version de 2004, l'article 4 de la loi se limitait à la notion extrêmement vague de « milieu familial normal », et ce, dans un seul paragraphe. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Si, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien ou le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge, et se rapprochant le plus d'un milieu familial normal. Et c'est tout ce que contenait l'article 4 entre 1984 et 2004. Après la réforme majeure de 2006, opérée par le projet de loi 125, qu'on a souvent parlé dans magistrature ou dictature, le législateur a ajouté la notion de personne significative et la notion de permanence des soins. Donc, l'article 4, après 2006, a dorénavant 3 paragraphes, ou si vous voulez, 3 alinéas. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Donc, le mot « normal » a été retiré du premier alinéa. Le deuxième alinéa est intitulé « Personne significative ». Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie. La continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus du milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Le troisième alinéa, intitulé « Continuité des soins », lorsque dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
Ensuite, une dizaine d'années plus tard, on a réouvert encore l'article 4. Donc, pour terminer, c'est le dernier projet de loi 99 qui est entré en vigueur il y a très peu de temps, soit en 2019. On a ajouté un 4e alinéa, un 4e paragraphe à l'article 4. Le législateur introduit la notion de préservation de l'identité culturelle à l'égard d'un enfant autochtone. Toutefois, cette volonté s'applique uniquement pour les Autochtones et pas pour les autres groupes culturels qui vivent au Québec. Donc, le premier alinéa n'a pas changé, les deux suivants ajoutés en 2006 non plus, mais en 2017, on a ajouté ceci. Une décision prise en application du 2e ou du 3e alinéa à l'égard d'un enfant autochtone doit tendre à confier cet enfant à un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle, en privilégiant un membre de sa famille élargie, de la communauté ou de la nation de l'enfant. Il faudra, Madame, Monsieur, que l'on se penche et que l'on se questionne sérieusement sur cette partie, sur ce 4e alinéa. Quelle était la véritable volonté de Québec derrière cet ajout très particulier qui, en soi, est discriminatoire pour les autres communautés culturelles? Maintenant, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Premièrement, n'oublions pas que l'article 4, c'est le guide de l'intervention de l'État dans les familles. C'est l'esprit fondamental de la mise en application de cette loi d'exception et c'est la clôture qui protège votre maison. Vous avez vu et entendu le ministre caquiste Lionel Carman qui a clairement osé dire et répéter qu'il voulait attraper les enfants dès la naissance et tout aussi clairement promis sur les ondes de Radio-Canada qu'il s'engageait à donner un coup de barre sur la primauté parentale. La chose a publiquement été qualifiée de révolution contre les groupes de parents qui ne seront pas en accord. Quelques jours plus tard, on présente publiquement le rapport de Régine Laurent et des ex-avocats de la DPJ et des ex-directeurs de la DPJ qui ont été nommés commissaires par le Conseil des ministres de François Legault, qui recommande aux législateurs de modifier l'article 4 à l'automne prochain. Quelles seront les conséquences pour vous et pour vos enfants? À la lecture du rapport Laurent, page 214, la Commission recommande une modification du premier alinéa de l'article 4 pour y inscrire « Toute décision doit assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et les conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. » Les commissaires ajoutent que cette modification vise à créer une obligation plus forte que celle incluse présentement dans la loi sur la protection de la jeunesse. Selon vous, ça veut dire quoi, créer une obligation plus forte? Est-ce que ça va renforcer la clôture qui protège votre maison contre la DPJ? Il est évident, Madame, Monsieur, aux yeux de tous, que ça veut dire tout le contraire. À la page 184, la Commission recommande d'amender l'article 4 de la manière suivante. L'expression « tendre à » doit en être retirée. Donc, on veut enlever « tendre à » de l'article 4. Les commissaires ex-avocats de la DPJ et ex-DPJ prétextent que c'est pour mieux garantir la stabilité
et la continuité dont les enfants ont besoin. Sans entrer dans les détails, c'est ce que demande le mémoire des DPJ provinciaux actuels en place, le mémoire des avocats du barreau du Québec et d'un ex-juge de la Cour du Québec. Et les commissaires ex-avocats de la DPJ et ex-DPJ ont conclu à leur tour, sans équivoque, que les décisions doivent assurer cette stabilité et cette continuité. Dans sa version actuelle, le premier alinéa est concordant avec le principe de la primauté parentale et il se lit comme suit, je le relis une autre fois. Toute décision prise en vertu de cette loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Maintenant, si on suit les recommandations des commissaires ex-avocats et ex-DPJ et que le législateur enlève l'expression « tendre à » dans cette phrase, il en résulte que toute décision ne doit plus tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Selon le principe de primauté parentale, aujourd'hui, l'État devrait prioriser le maintien de l'enfant dans sa famille. Maintenant, demain, le gouvernement et le tribunal prioriseront, sans équivoque, la prise en charge de votre enfant. En 2 mots, il est manifeste et dominant que si la DPJ décidait que votre enfant reçoive temporairement des soins en famille d'accueil, la prochaine décision va tendre à maintenir votre enfant dans la famille d'accueil pour maintenir les soins, continuité des soins. L'intention devient encore plus claire lorsque, à la lecture de la page 214, vous aurez compris que l'objectif de la Commission est d'introduire dans la loi une nouvelle obligation pour les intervenantes de prévoir, en urgence, la planification concurrente. Selon la définition de la Commission, la planification concurrente consiste à prévoir un projet de vie alternatif, une adoption, une tutelle, un placement jusqu'à la majorité. Si le projet de vie privilégié, le maintien ou le retour dans le milieu familial n'est pas possible. Et c'est écrit noir sur blanc. Donc, il y aura obligatoirement une planification concurrente dès le retrait de l'enfant de son milieu familial avec la nouvelle loi. C'est-à-dire que dès la toute première intervention, comme Lionel Carman le dit si bien, Québec veut attraper les enfants dès la naissance après le suivi de grossesse. Et là, madame, monsieur, avec ces modifications de l'article 4, votre clôture est complètement défoncée. La barrière est plus que jamais grande ouverte et rien ne vous explique l'obligation de l'État de respecter votre primauté parentale, c'est-à-dire les motifs de retourner ou de maintenir votre enfant dans sa famille biologique. À ce sujet, c'est un trou noir, un grand flou dans le rapport Laurent, qui ne précise pas les circonstances et n'explique pas les situations qui justifient le maintien et le retour de l'enfant. Tout semble être au bon vouloir de l'intervenante de l'État, de l'employé de l'État, de la DPJ, quel que soit son âge, quelle que soit son expérience, quelle que soit sa formation, alors que les qualifications des employés de la DPJ nous sont complètement inconnues. Si les motifs de respecter la primauté parentale sont très vagues et peu explicites, toutefois, le rapport mentionne ce qui suit. Page 39. L'enfant a droit au maintien ou au retour dans son milieu parental si son intérêt le commande. Page 44.
Son retour auprès de ses parents n'est pas possible dans un délai qui est raisonnable du point de vue de l'enfant. C'est quoi un délai raisonnable du point de vue de l'enfant quand on sait très bien que la majorité des enfants qui sont placés sont des bébés et des enfants de moins de 5 ans? C'est qui va déterminer le point de vue d'un bébé? Est-ce l'avocat de l'enfant? L'intervenant de la DPJ? Un juge ex-avocat de la DPJ? Un psychologue qui gagne sa vie avec des contrats de la DPJ? Qui et comment va déterminer ça? Page 182. La loi prévoit 2 objectifs parfois difficiles à concilier, soit l'intérêt de l'enfant et le maintien dans sa famille. Selon le mémoire des DPJ qui sont en place aujourd'hui, cette situation engendre des tensions entre les professionnels de la DPJ. L'article 4 prévoit qu'ils doivent tendre à laisser l'enfant chez lui, mais les professionnels trouvent que ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Et ça, c'est ce que disent les DPJ. Est-ce essentiellement pour plaire aux professionnels de la DPJ et aux avocats que l'on veut modifier l'article 4? Les professionnels et les avocats et les juges veulent avoir le champ libre pour ne plus avoir à renverser la présomption de droit qui résulte de l'article 4, qui découle de la Charte des droits et libertés. Même si on voulait en découdre pendant des mois, se garrocher l'un et l'autre le prétexte de l'intérêt de l'enfant, ce n'est pas compliqué à comprendre, madame, monsieur. La commission Laurent ouvre la porte aux professionnels pour qu'ils entrent chez vous. C'est tout. Page 183. On va un peu plus loin pour avancer des choses sur le retour ou le maintien en milieu familial, et on dit que c'est une décision qui doit se prendre en ayant en tête une multitude de facteurs. Et on fait la liste. Après un retrait temporaire, le retour ne doit pas se faire au détriment de l'intérêt de l'enfant. Extrêmement vague et non défini. Avant de le retourner, on doit d'abord tenir compte du développement de l'enfant. Un autre critère extrêmement vaste qui peut être interprété à toutes les sauces de toutes sortes de manières. De la qualité du lien d'attachement avec ses parents. Lorsque l'enfant a été retiré, la qualité du lien est évaluée durant les visites supervisées. Souvent, l'intervenante déduit n'importe quelle accusation frivole à partir de gestes anodins sans pertinence. Tous les propos sont surveillés derrière une vitre miroir par l'intervenante et plusieurs sujets sont interdits entre le parent et l'enfant, et il ne faut pas s'y aventurer. De plus, les retards de quelques minutes sont notés au rapport du dossier parental qui se traduisent au tribunal souvent comme un manque d'intérêt du parent envers son enfant. Donc, on peut facilement prendre les parents en défaut dans de telles circonstances lorsqu'on est placé derrière une vitre miroir. Autre critère, tenir compte des liens d'attachement avec la famille d'accueil. Oh, là, c'est la cerise sur le sundae, madame, monsieur. Voilà le standard que les intervenantes servent sur un plat d'argent au juge de la Chambre de la jeunesse. C'est chronique. On étire le temps. On dépasse les délais maximums. On demande des remises de cause, des prolongations. Et enfin, après 1 an et demi, 2 ans, on invoque ce fameux motif. L'enfant, il est bien dans la famille d'accueil. Il a développé des liens d'attachement. Motif suivant, une bonne évaluation des capacités parentales. À cet égard, le manque d'impartialité est souvent flagrant quand on lit les rapports psychosociaux qui sont préparés par les intervenantes, pour
la majorité du temps, ne sont pas réalisées par des psychologues, c'est par des travailleuses, de simples travailleuses sociales. Motif suivant, il est essentiel que le désir exprimé par l'enfant soit considéré. Dans des cas qui ont été portés à notre attention, madame, lorsque l'enfant s'oppose à une décision de la DPJ de ce genre, l'enfant est menacé. On lui dit que s'il s'oppose à la décision, il ne reverra plus sa mère et son père. Et c'est des cas qui ont été portés à notre attention. Et là, il faut aussi prendre en considération le fait qu'il s'agit d'enfants de moins de 5 ans à qui on peut faire dire à peu près n'importe quoi. Et tout ça se passe à huis clos et est répété devant le tribunal par un avocat nommé par la Chambre de la jeunesse. Pour conclure sur le sujet du retour ou du maintien de l'enfant en milieu naturel ou, si vous voulez, sur la primauté parentale, le rapport précise ceci. Autrement dit, la loi doit affirmer clairement que l'intérêt de l'enfant prime sur l'objectif de le maintenir dans sa famille. Pourtant, c'est déjà le cas dans la jurisprudence et la DPJ gagne déjà 99% de ses causes devant la Chambre de la jeunesse. En somme, quelle que soit la situation à laquelle le parent s'opposera, n'importe quelle intervenante de la DPJ peut produire un rapport psychosocial fondé sur ces beaux critères que je viens d'énumérer, qui sont parfaitement généraux et très larges, et dire au juge, le retour dans la famille n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Il est déjà extrêmement facile pour une intervenante de faire du copier-coller pour invoquer les sempiternels critères très vagues ou les articuler autour de la pure spéculation. C'est actuellement ce qui se fait largement dans les rapports de la DPJ qui se ressemblent tous de A à Z et qui sont remis aux parents quelques heures avant l'audience. Et ce, depuis plusieurs années qu'on ne respecte pas le code de procédure. Maintenant, si l'esprit du principe de primauté parentale qui sous-tend l'article 4 est éliminé, est éradiqué par le ministre Lionel Carman avec l'aval de Régine Laurent l'automne prochain, comprenez bien ceci, chère maman, cher papa, que lorsque votre enfant de moins de 5 ans ou votre bébé aura été retiré de votre maison temporairement, par une mesure de 48 heures qui ont doublé dans les 10 dernières années, votre primauté parentale ne sera plus là pour vous défendre. Que pourrez-vous faire pour empêcher le placement en majorité ou l'adoption de votre enfant? Vous savez déjà, je le répète, que la DPJ gagne presque 100% de ses requêtes, et ce, malgré l'existence actuelle du principe de primauté parentale dans l'article 4. Alors, soyez avisés que vous devrez, si vous en avez les moyens, payer très cher en frais d'avocat. Et les avocats les plus réputés qui travaillent dans ce domaine sont débordés et ils chargent maintenant 500 $ de l'heure et plus, et les tarifs pourraient bien augmenter encore. Un grand nombre de parents nous appellent régulièrement parce qu'ils sont incapables de trouver un avocat pour les aider à maintenir le lien qui les unit à leurs enfants. Ça sert à quoi la primauté parentale? L'Assemblée générale des Nations unies a reconnu que la famille est la cellule fondamentale pour la protection des enfants et que les efforts devraient en priorité viser le maintien ou le retour dans la famille. Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans l'épisode 3 actuel, mais ça crève les yeux que Régine Laurent et Lionel Carman vont dans la direction carrément opposée à ce que l'Assemblée générale des Nations unies propose.
page 90 du rapport. Mettre en place des mesures financières pour les familles adoptantes. Page 215. Créer dans toutes les régions du Québec une banque de familles prête à accueillir sans délai et de façon durable les enfants et les jeunes. Élaborer une formation officielle pour les familles d'accueil et les familles banques mixtes, c'est-à-dire les familles qui vont adopter les enfants. Madame, Monsieur, rien n'est plus évident que l'on peut lire entre les lignes de ce rapport. Le gouvernement caquiste veut investir dans l'adoption et le placement à majorité. Le gouvernement de François Legault veut payer des personnes pour adopter vos enfants et pour les garder jusqu'à leur majorité, et ce, le plus rapidement possible. Chaque enfant en famille d'accueil rapporte environ 2 500 $ par mois et jusqu'à 4 000 $ pour les enfants qui ont des difficultés ou des problèmes de santé plus graves. Dans les 5 dernières années, le budget des familles d'accueil a augmenté comme jamais. L'augmentation est en fait de 30 % en 5 années seulement. En 2 mots, le gouvernement se donne les moyens de placer vos enfants sur le champ et de fermer votre dossier immédiatement. Si aujourd'hui, vous vous croyez à l'abri avec votre famille, réfléchissez à ce qui résultera suite à une autre pandémie, par exemple, suite à un crash boursier ou à l'augmentation progressive de la pauvreté. Où iront les enfants les plus pauvres, selon vous? Par ailleurs, le taux d'infertilité augmente en flèche. 1 femme sur 3 est infertile en France. La richesse est de plus en plus concentrée et la pauvreté ne cesse d'augmenter. Bref, peu importe ce qui arrivera à l'avenir, les bébés et les jeunes enfants risquent fort de devenir un bien très convoité et très recherché par les plus riches. Et vous, dans tout cela, vous n'allez pas appuyer cette cause? Quelle que soit votre culture et vos origines, le grand coup de barre de Lionel Carman et de Régine Laurent sur la primauté parentale dans notre loi sur la protection de la jeunesse pourrait bien vous faire verser des larmes à votre tour et faire sangloter encore plus fort vos propres enfants dans 25 à 50 ans d'ici. Allez-vous laisser les caquistes vous passer une loi sous le nez qui permettra au gouvernement de faire la pluie et le beau temps avec vos enfants, et ce, dès le jour de leur naissance? Madame, Monsieur, nous ne devrions pas accepter l'intervention de l'État dans la famille sans protection et sans définition. Une intervention de la DPJ ne peut reposer sur de simples conjectures. Par conséquent, nous vous demandons de vous exprimer clairement. Êtes-vous en accord pour que Alain Rioux, moi-même ici présent, propose un amendement au premier alinéa de l'article 4 de la loi sur la protection de la jeunesse et plaise au législateur d'édicter ce qui suit. Article 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit invariablement tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial biologique, sauf lorsque la sécurité, le développement ou la santé de l'enfant peuvent être considérés en danger à cause des situations suivantes. Dans un deuxième temps, nous vous demandons de définir les situations pour lesquelles un enfant peut être retiré de son milieu familial pour être adopté ou placé jusqu'à sa majorité. Vous pouvez répondre à la question numéro 2
du référendum sur notre site internet lespapas.org sous l'onglet Référendum. En 2 mots, il faut définir c'est quoi l'action de l'État dans votre famille, les situations pour lesquelles un enfant doit être adopté ou placé jusqu'à majorité. Parce que là, c'est pas défini. S'il n'existe pas ces motifs-là, l'État doit maintenir l'enfant dans la famille biologique et c'est la primauté parentale. Parce que là, on est en train d'ouvrir la porte toute grande, on jette la clôture de la primauté parentale à terre et on peut rentrer dans votre maison pour n'importe quel motif. Il faut que le législateur définisse les raisons de placer un enfant à l'adoption. Et il faudra que le DPJ les respecte, puisque c'est ça le but de l'article 4. L'article 4, c'est le guide, c'est ce qui doit guider, c'est ce qui balise le travail de l'État. Vous avez entre vos mains l'avenir des enfants et des familles. Il y a une remise en question fondamentale sur la primauté du lien familial biologique. Pensez dans votre rapport préliminaire, Mme Laurent. Mais ça veut dire un méchant coup de barre. Allez-vous, M. Carman, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Donc on veut attraper ces familles-là. Comme je parlais tantôt, c'est souvent une histoire familiale. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère.